On va parler quelques secondes de cette décision du Conseil constitutionnel. Ce matin, sur France Inter, on a tapé à bras raccourcis, comme d'habitude, sur Nicolas Sarkozy, sur Trump, édito de Patrick Cohen, etc. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais personne ne parle de ça dans les médias. C'est ça qui me fascine. Je ne sais pas ce que font les journalistes, d'ailleurs, mais bon, c'est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même pas rien comme décision. C'est-à-dire que tu as envoyé un président de la République en prison 3 semaines, et tu as le Conseil constitutionnel qui devait se prononcer sur une autre affaire, mais qui, en fait, sans doute, a voulu aussi donner son avis sur ce qui s'était passé, et dit exécution provisoire. Mais en fait, c'était une question de bon sens. C'est-à-dire que l'exécution provisoire, nous l'avons dit ici, elle contrevenait au principe de double juridiction. Mais tout le monde pouvait le constater. Tu n'as pas besoin d'être diplômé en droit pour cela. Eh bien, le Conseil constitutionnel vient de dire exécution provisoire, c'est non, en fait. Mais pourquoi le dit-il seulement aujourd'hui ? Parce qu'il a été saisi par la Cour de cassation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a été... Alors, c'est une affaire de favoritisme sur un élu de Basse-Terre qui a... Bon, je ne rentre pas là-dedans. Il aurait pu s'auto-saisir. Oui. Vu les mois et les critiques... Je ne suis pas sûr que ce soit possible, mais en tout cas, ce que je trouve jamais possible. Dans un sens, c'est jamais possible, et dans l'autre sens, tout est possible. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que France Inter, évidemment, n'en parlera pas. On préfère parler et taper sur Nicolas Sarkozy, comme ils l'ont fait ce matin. C'est tellement plus facile. C'était sur le site. Olivier de Lagarde. C'était sur le site de l'Opinion vendredi. Exactement, c'est là que je l'ai vu. Il n'y a que l'Opinion qui l'a vu. Je n'ai rien vu ce week-end. Je n'ai rien vu ce week-end dans la presse. Ce matin, il n'y a rien dans les journaux. C'est le site de l'Opinion, vous avez parfaitement raison. C'est là qu'il y a eu un mot sur le site de l'Opinion. Je le dis à mes confrères qui disent qu'on ne fait pas d'infos. Je le dis à tous. Bonjour les confrères. Là où vous avez tout à fait raison, c'est l'AFP. C'est pas normal. Mais l'AFP... C'est pas normal que l'AFP ne sorte pas une dépêche là-dessus. Mais ça les intéresse pas. Ça ne va pas dans le sens... Ça va finir par se voir. Ça ne les intéresse pas. Il y a une deuxième... Voilà. Est-ce que vous comprenez ça ? Nous avons maintenant une presse française qui a choisi ces thèmes. Voilà. Ce qui se passe à Rennes, à Nantes. Il y a une deuxième solution, c'est que c'est trop compliqué et ils n'ont pas vu l'enjeu. Donc je dis ça un peu. Non, mais ça devrait s'appliquer. Je dis ça un peu pour me moquer. Je voudrais quand même signaler l'excellent édito de Vincent Trémollet de Villers. Comme d'habitude. Non, mais là-dessus, parce qu'il a parlé de ça, et moi c'est comme ça que le meilleur d'entre nous. Voilà, mais ça devrait profiter à Marine Le Pen maintenant. Oui, bien sûr. Il y a une autre chose qui s'est passée, parce que vous avez parlé de la critique des décisions de justice. Il y a le procureur du tribunal de Paris, donc qui a jugé Nicolas Sarkozy, qui est allé défendre, si vous voulez, qui est allé parler de cette décision, défendre l'idée qu'il devait être recondamné en quelque sorte, s'invitant dans le procès en appel d'une façon hallucinante. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. C'est comme ça. Mais effectivement, je renvoie aussi à Vincent Trémollet du Figaro. Mais bon, c'est ainsi. Alors, faisons un travail de vigilance. Et puis arrêtons de donner des leçons aux uns aux autres. Moi, je ne donne pas de leçons, mais s'ils nous attaquent, on répond. C'est quand même extraordinaire. C'est nous qui sommes attaqués. Nous aussi, des fois, on attaque et on a raison, d'ailleurs. Bon. Mais le problème, c'est que est-ce que pour le procès en appel, cette jurisprudence va jouer ? Écoutez, il n'y aura pas de... il y a la cassation derrière. Non, la décision n'est pas définitive. Après l'appel, il y a la cassation. La réponse est oui, il va jouer. C'est pas suspensif à ce moment-là. Non, mais ce qui se passera là, c'est que ce sera discuté avant. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est que même le parquet n'avait pas demandé l'exécution provisoire. Donc ça n'a pas été discuté. Et tout le monde a dit, c'est une décision qui est prise, tu n'as pas les moyens de contester cette décision. C'est quand même invraisemblable dans un état de droit, me semble-t-il. Et on l'a dit ici, et on s'est fait... Ah oui, mais on ne discute pas une décision de justice. Si, en fait, parce que ce qui arrive à Nicolas Sarkozy, ça peut vous arriver à vous, à moi, à nous. Donc c'est notre sujet. Et tout le monde devrait monter au créneau. Mais non, comme c'est Nicolas Sarkozy, on ne monte pas au créneau et on sourit et on applaudit, on est content, pourquoi pas. Il y a des décisions de justice sur lesquelles Olivier de Lagarde. Vous avez des décisions de justice sur lesquelles vous avez le droit de vous exprimer. Faire Naël, bien sûr. Là, vous avez tous les droits. Ça va bien, monsieur Millet ? Ça va bien. Vous avez passé un bon week-end ? Non. Pourquoi ? Je sais pas. Attendez, c'est Noël qui arrive. Ah oui ?
Bah c'est bien Noël, vous n'aimez pas cette période? Si, j'aime beaucoup. Non, mais je pense que la presse est beaucoup occupée à taper sur le livre de Nicolas Sarkozy. Sur le fait, voilà, c'est ça qui les intéresse. Mais bien sûr, il n'a pas le droit d'écrire un livre. En fait, il n'a pas le droit d'écrire un livre, il n'a pas le droit de se défendre, il doit juste mettre au bûcher. Voilà. Il se taire et il doit venir en disant oui, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, c'est le seul droit qu'il a le droit de faire. Et bon, d'ailleurs, M. Cohen, qui faisait un édito contre lui ce matin, j'ai lu précisément dans ce livre qu'il avait appelé les services de Nicolas Sarkozy pour dire « Excusez-moi, le président, vraiment, c'est pas bien ce qui lui arrive, etc. Transmettez-lui mes amitiés. » Bon, c'est les deux corps de l'éditorialiste. J'ai lu ça. Bon, de M. Cohen, rien ne m'étonne. Hein, bon, mais je l'ai lu dans le livre. C'est ça qui est formidable, en fait. Ces gens sont formidables. Bon. Autre sujet qui m'intéresse, c'est le don d'argent à la famille. Alors ça, je vous assure, j'ai lu ça, c'est un décret qui est tombé. C'est-à-dire qu'on va voir des images qui se passent à Rennes, qui se passent à Nantes, où à Rennes, quand même, on a des nuits de... Bon, l'État ne peut pas intervenir, bien évidemment, et selon le célèbre mot de Georges Pompidou, on va emmerder les Français à partir du 1er janvier 2026. C'est-à-dire que quand vous donnerez de l'argent à vos enfants, 100 €, 200 €, 500 €, bon, et plus si vous en avez régulièrement, eh bien, les dons familiaux de sommes d'argent ou de bijoux que vous recevrez devront être déclarés obligatoirement en ligne. L'objectif de cette mesure est de mieux suivre les transferts d'argent entre particuliers. Les dons pour une occasion spéciale comme un anniversaire ou Noël sont exemptés de cette obligation. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, vous ne paierez pas de taxes. Je crois que vous avez le droit de transmettre à vos enfants 100 000 € tous les 10 ou 15 ans. 15 ans. Qui peut transmettre 100 000 € de son vivant à ses enfants? Convenez que ça concerne peu de gens. Bon, et vos enfants ne paieront pas d'impôt sur l'argent que vous leur donnez. Nous sommes d'accord. Donc il n'y aura aucune taxe. C'est juste administratif. Donc c'est les fameux petits hommes gris, c'est un décret, qui se sont réunis, qui a dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour emmerder les Français le 1er janvier, les gars? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Eh bien, on va leur obliger de... Que personne ne fera peut-être, parce que 100 €, 200 €, 500 €, tu ne vas pas le déclarer sans doute en ligne ou un objet. Oui. Mais c'est un... Et dans le même temps... À Rennes, pendant tout le week-end, on est à la Kalachnikov. Et là, l'État fait rien. Mais ça va, quoi. Non mais ça va. Ce pays devient... Mais qui décide de ça? On a voté pour ça? On a voté pour déclarer en ligne l'argent qu'on donne à nos enfants? On en est là? Jacques Serret. Non, mais écoutez, après, c'est peut-être l'administration qui fonctionne le mieux en France. Hein. C'est Bercy, c'est le ministère de l'économie. Il n'y a aucun problème pour aller chercher l'impôt. Là, l'État peut tout. En revanche, et vous le dites très bien, en effet, dès qu'il s'agit d'intervenir dans la rue pour mettre fin à ce qui s'est passé à Rennes ou dans d'autres très grandes villes, le Castres la semaine dernière, là, il n'y a plus personne. C'est la personne qui reçoit le don qui devra faire la déclaration, son représentant légal, s'il est mineur. Donc la personne qui reçoit le don, elle devra se rendre dans la rubrique « Déclarer un don manuel ». La déclaration comporte plusieurs informations essentielles. L'identité du donateur, du donatoire, la date du don, son montant et sa nature. Seules les personnes sans accès à Internet pourront encore déposer un formulaire papier. L'exonération est accordée dans la limite de 31 865 € tous les 15 ans. Je disais 100 000 €, c'est 31 000 €. Ces dons peuvent être effectués par chèque, par virement. Chaque enfant peut ainsi recevoir en exonération de droits jusqu'à 31 000 € de chacun de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Voilà à quoi joue l'État. Mais qui s'occupe, bon sang de bois, de la sécurité de ce pays plutôt qu'il arrête d'emmerder les Français. Non mais c'est insupportable en fait. C'est pire. Et vous avez entendu un député monter au créneau? Non, personne. Ils en ont. Je veux dire, c'est ça le quotidien des Français. Richard Millet. On peut parier qu'à partir du moment où on aura déclaré ces choses, un jour, on sera imposé dessus. Oui, ça, on peut le parier. Non, mais c'est pire que ça. Ça annonce déjà l'interdiction de l'argent liquide, parce que vous comprenez bien que tant qu'il y a de l'argent liquide, évidemment, c'est très facile d'échapper à cette règle. Il s'agit, mais au-delà de l'argent, des dons entre générations, de ce qui fait partie effectivement de la vraie vie des gens, et il y a une espèce d'intrusion de l'État dans tous les interstices de la vie, dans les petits espaces, il n'y en a pas beaucoup, qui échappent à la règle, à l'administration. Ça, c'est les rapports entre les enfants et les parents, les neveux, les oncles, les tantes. On donne un billet pour Noël. C'est vraiment assez... Alors à Noël, vous avez le droit. Tout à fait raison. C'est invérifiable. Ça sert à rien, mais l'administration veut quand même savoir. Mais quand il y aura du liquide, quand il y aura plus de liquide, ce sera vérifiable. Mais c'est surtout que ça passe en décret. Est-ce qu'on a voté pour ça? Heureusement qu'on ne va pas faire une loi
loi non plus pour... Est-ce que c'est l'Union européenne? Est-ce que c'est une transposition? Mais j'ai cherché, c'est possible d'ailleurs, j'ai cherché, j'ai pas trouvé la réponse, pour tout vous dire. Bon. Mais donc ça devrait être la une des journaux, ça aussi. Parce que c'est vraiment le quotidien des Français. Et vous pensez en plus que quand vous allez donner 100 € à votre fille, vous faites un formulaire Cerfa. Elle va faire visiblement, c'était déjà obligatoire de remplir un papier dont personne ne connaissait l'existence. Maintenant, il faut le faire en ligne. C'est ça, si je comprends bien. Bon. Et alors, en revanche, alors là, l'insécurité, là, on fait rien. Alors, il n'y a pas que l'État pour Rennes. Il y a aussi l'équipe municipale qui est soumise à l'extrême gauche. Bon, mais on verra ce que diront les Rennais. Là encore, ils vont voter. On verra s'ils veulent que ça continue. Donc, nuit de violence à Rennes. Madame Appéré, maire de Rennes, qui, il y a 2 ans, était dans des commissions ou dans des réunions pour être avec la France insoumise, la police tue. Donc, effectivement, c'est le bilan de Madame Appéré. C'est invraisemblable ce qui se passe à Rennes. Rennes, Nantes, c'est les deux mêmes. Grenoble. Oui, bon. Les deux maires, les deux mairies, pareil. Les deux soumises à l'extrême gauche, pareil. Eh bien, vous allez voir cette nuit de violence à Rennes et on va en parler ensemble, notamment avec Thibault de Montbrial qui a réagi. Regardez, écoutez. Des tirs à l'arme lourde sur cette dalle du quartier Villejean au nord de Rennes. Et quelques heures plus tard, au sud de la ville, un homme de 25 ans, né au Maroc, retrouvé mort dans son véhicule. Pour ce policier rennais, les fusillades sont devenues habituelles. Depuis 3 ans, Rennes défraie la chronique, je veux dire, pour son narcotrafic, ses fusillades à répétition dans tous les quartiers, que ce soit au Blône, à Morpas, à Villejean. La Villejean, depuis plus d'1 an, c'est plusieurs séries de tirs. Dernièrement au mois d'avril, l'année dernière au mois de décembre, là encore 2 soirs d'affilée. Sur la dalle Kennedy, gangrénée par le trafic de drogue, 2 hommes ont tiré à au moins 4 reprises avec un fusil de chasse. En rentrant de week-end, 2 riverains ont constaté un trou dans la fenêtre de leur chambre. Une guerre entre narcotrafiquants devenue de plus en plus violente. Des gens qui veulent s'approprier des points de deal. Donc tout est bon pour l'intimidation. Et là, en pleine journée, à 19h, au milieu des badauds, vous avez des gens qui progressent armes à la main. Après ces fusillades dans ces 2 quartiers rennais, la CRS 82 a été déployée dès samedi soir. Une unité de force mobile était également présente ce dimanche soir pour renforcer la sécurité. Thibault de Montbrial a réagi tout à l'heure, il était avec Sonia Mabrouk, je vous propose de l'écouter. J'ai été un des premiers à alerter juste après le Covid sur la bascule qui était en train de se dérouler en France et d'ailleurs en Europe de l'Ouest, pas seulement en France. Les chiffres sont effrayants. Sur l'année 2024, sur l'année 2024, l'année dernière, il y a 173 villes dans lesquelles il y a eu une fusillade liée au narcotrafic. 173 villes. Donc des villes comme Marseille, bien sûr, qui pour l'instant reste, si j'ose dire, en première ligne et la ville incontestée, la base du trafic organisé de stupes en France, mais des villes comme Rennes, comme Grenoble et comme un certain nombre d'autres villes moyennes sont aujourd'hui le théâtre très régulier de ce type de violence. Et c'est impossible de ne pas faire le parallèle avec qui dirige ces villes. C'est-à-dire que vous avez à Grenoble un maire qui est élu depuis 2014, qui a été réélu en 2020, et qui continue à dire que ce n'est pas un problème, alors que dans sa ville, il y a eu une attaque à la grenade dans un bar, il y a eu des scènes absolument sidérantes. Et à Rennes, on a une mairie qui continue à être complètement déconnectée de cette réalité. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en train de basculer. Vous savez, c'est le corollaire de l'affaiblissement de l'État. Quand un État s'affaiblit, la nature a horreur du vide et il y a des contre-cultures qui prennent la main. Il y en a 2 grandes aujourd'hui qui sont un énorme danger pour les fondements de la République. C'est le narcotrafic, par la violence, la corruption et la façon dont il commence à financer des aides sociales locales, et par ailleurs l'islamisme. Thibault de Montbrial, et je salue Florian Bachelier qui nous écoute, qui est rennais, qui était député d'Ille-et-Vilaine et qui était premier questeur, qui est venu régulièrement sur ce plateau pour alerter de ce souci. Il me dit: le principal problème de Rennes, ce n'est pas l'État, c'est l'équipe municipale soumise à l'extrême gauche. Et ceux qui viennent en parler chez vous, me dit-il, comme je le fais régulièrement depuis des années, sont qualifiés de fachos. Et c'est vrai que Florian Bachelier, il est venu sur ce plateau en parler et il se fait insulter parfois par des militants, par des opposants, mais aussi par la presse locale. Parce qu'effectivement, les journaux, souvent je vous ai dit, Ouest France, c'est devenu un journal wokiste.
C'est devenu le bulletin municipal Ouest France et de Nantes et de Rennes. Donc c'est formidable. Donc c'est merveilleux de lire la presse aussi régionale. Je suis en train de me faire des amis partout en France. Mais c'est pas grave, il faut dire les choses. Vous avez juste à lire Ouest France, en fait. Moi, je dis à tout le monde, lisez Ouest France. Et puis vous verrez comment ces sujets sont relatés ce matin dans la presse. Vous verrez. Je voulais vous faire écouter sur France Inter. Sur France Inter, l'autre jour, alors ils ont été surpris parce qu'il y a une auditrice qui a appelé de Nantes. Et la jeune femme qui présente, elle s'appelle Florence Paracuelos. Elle est présentatrice d'une tranche de la matinale. Et puis il y a quelqu'un qui a... 8 heures. Alors, si à France Inter, on commence à faire passer des auditeurs qui expliquent qu'il y a de l'insécurité en France, là je me suis dit, ça, la poutre bouge. Bon, écoutez cette séquence et voyez, c'était sur France Inter la semaine dernière, écoutez ce témoignage édifiant. Je me sens concernée. Moi, ça fait 14 ans que je vis dans une cité à Nantes. Je dirais pas où parce que je tiens à ma sécurité. Au début, c'était très calme, on les voyait pas trop. Mais là, depuis 3 semaines, on se fait tirer dessus à la Kalachnikov. Ça fait quand même 3 fois. Je vous avoue que ça fait bizarre de voir les impacts de balles dans le hall de l'immeuble. Les enfants, on les envoie plus jouer dehors parce que des fois, ils viennent tirer aussi pour se taper sur les petits qui sont en bas, en pleine journée, en plein après-midi. Donc, on joue au badminton dans le palier, sur le palier. Et moi, j'écoute tout ça et je me pose une question. C'est-à-dire que je me dis, en France, le pays aussi riche que la France, quand même, on est quand même un pays riche. On se pose pas la question de pourquoi est-ce que les gens consomment de la drogue pour tenir le coup. À un moment donné, je pense qu'il y a une défaillance globale de la société. Des consommateurs, nous, on les voit. Hein. C'est des gens de France Inter, c'est des gens qui travaillent au palais de justice, c'est des avocats, c'est des médecins, c'est des gens qui ont des véhicules de société qui viennent acheter de la drogue chez nous. C'est des gens, des fois, qui ont des véhicules de mairie qui viennent acheter de la drogue chez nous. C'est des gens qui fument du crack, on les voit en bas, c'est des zombies. Mais on a tout. On a toute la société qui vient chez nous. Alors, on a eu les opérations Place Nette, on a des policiers qui courent après les dealers, mais les dealers courent très vite. Et en fait, ça revient tout le temps. Merci. Ça bat et ça revient. Et on se sent abandonné. Merci. Bon, elle paraît surprise, Florence Paracuelos, et elle semble découvrir peut-être ce qui se passe. Mais vous voyez, le pire, c'est que là, on vient de traiter de ça. C'est la réalité des Français. En tout cas, une réalité. Ce n'est pas partout. Entendons-nous bien, ce n'est pas partout dans tous les quartiers, mais c'est une réalité. Eh bien, ça n'empêchera pas Éric Antoine, le célèbre magicien, d'expliquer qu'on joue sur les peurs, parce qu'on parle simplement de la réalité des Français. Et puis, ça n'empêchera pas Éric Dupond-Moretti de nous traiter de tous les noms. Donc tout ça parce que simplement on témoigne d'une réalité. C'est pas moi qui l'invente la réalité, ce qui s'est passé à Rennes ou à Nantes. Ce n'est pas moi. Qu'est-ce que je dois faire ? On ne doit pas en parler comme les autres ? Vous brainwashez, Pascal. Donc qu'est-ce que vous voulez ? En fait, c'est insupportable. Et vous avez Éric Antoine qui, lui, alors, les magiciens, je savais que tout était faux, mais bon, c'est intéressant de l'écouter parce qu'il nous cible nous et il m'a inventé un procès. J'ai jamais été en procès de ma vie. Il m'a inventé un procès. Bon, il est très gentil. Donc, je le regrette d'ailleurs. Franchement, j'ai rien contre lui, j'ai rien contre personne. Mais c'est encore quelqu'un qui nous attaque. Ben, il m'invente un procès. J'ai rien contre personne. Mais j'ai rien contre personne. Il me dit que j'étais en procès. Jamais eu de procès de ma vie. Je crois même pas qu'on a une plainte. Oh là là, va falloir arranger ça. J'ai jamais été condamné. On a eu des signalements par l'Arcom. Écoutez ce qu'il disait Éric Antoine, puisque Marine me demande de l'écouter. Écoutez, monsieur Éric Antoine. Je ne sais même pas qu'il existe. Écologiste, je suis féministe, je suis woke, je suis... Vous n'êtes pas très CNews, quoi. Non, je suis pas CNews, c'est une évidence. Et donc, le discours que tient Pascal Praud et tous les gens chez CNews qui est un discours qui est basé sur la peur de l'autre, etc. Moi, je pense que c'est un discours de détournement d'attention. Je pense que l'attention, le problème, c'est le jeu. Mais encore une fois, c'est pas Pascal Praud que je n'aime pas, et je dois dire que je pense qu'en plus, dans ce qu'il dit, parfois il y a des choses vraies, il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui touchent vraiment, il y a des choses qui parlent à des millions de personnes. C'est par hasard que ça parle à des millions de personnes. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont puissantes derrière ça. Mais le problème, c'est pas de trouver un bouc émissaire, qui me semble être leur mission, c'est de changer les règles du jeu. Puis c'est souvent les mêmes boucs émissaires. Et c'est toujours les mêmes boucs émissaires. Notamment comme le mot islam et le mot évidemment. musulman. Par exemple, un jour j'ai fait une blague, j'ai dit un magicien sans un paquet de cartes, c'est comme CNews sans racisme. Bon sauf que, et je me suis fait défoncer sur les réseaux sociaux, sauf que si tu tapes France Info racisme, tu vois tous les dossiers sur le racisme, tu tapes CNews racisme sur Google, tu vois les procès à Zemmour, les procès à Defer, les procès à Praud, et donc
par définition, il se passe quelque chose. Une chaîne d'infos ne devrait pas avoir 18 procès pour intox, etc. Donc ce n'est pas une chaîne d'infos. Il reconnaît que vous avez en tout cas des millions de gens qui vous écoutent. Non, mais en fait, oui, mais je reconnais. D'abord, j'ai pas un procès. Voilà. J'ai pas un procès. On a désigné personne comme bouc émissaire dans ce qu'on vient de dire, sauf l'État. La seule chose que je viens de cibler, c'est où est l'État. La seule chose que j'ai dite, où est l'État. Où est l'État, où est l'État, où est l'État. Voilà. Et j'ai ciblé aussi Madame Appéré, qui est responsable, c'est pas moi, que moi qui le dis. Est-ce que j'ai cité ou stigmatisé ou que c'est... Mais... Donc c'est des mots valises, ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est très bien de dire ça dans l'espace médiatique, tu t'achètes une bonne conduite, voilà, les gens sont contents, etc. Il dit n'importe quoi en fait. Il fait du bruit avec sa bouche. Voilà, il dit n'importe quoi. Mais personne ne le contre. Et c'est ça qui me sidère. Non, mais je voulais revenir en arrière sur ce qu'avait déclaré M. de Montbrial. Quand il dit qu'il y a eu 173 villes en France touchées par des fusillades liées au trafic de drogue. Ça veut dire des villages aussi. Ça veut dire que c'est partout, ce trafic de drogue, partout. Donc, c'est pire que ce qu'on pensait. Écoutez, moi j'ai la une de Ouest France ce matin. J'ai la une de Ouest France. Est-ce que ce qui s'est passé à Rennes fait la une ? Non. Voilà, la une de Ouest France Matin, c'est en disant une flambée de prix sur la façade ouest et Washington contre l'Europe. Voilà la une de Ouest France. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont raison d'ailleurs, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Donc, et les tirs du week-end, c'est en page 7, week-end de guerre meurtrier entre narcotrafiquants à Rennes. Bah, je pense que ça vaut la une en fait. Non, mais... Pardonnez-moi, je pense que ça vaut la une. Mais la une de Ouest France, c'est une énigme quotidienne. Donc, mais oui, parce que c'est un journal aujourd'hui qui ne veut pas traiter de ces sujets-là. Mais ils s'en foutent de vous. Parce que justement, ils ne veulent pas que Éric Antoine dise que Ouest France jurait sur les peurs. Mais ils s'en font. C'est bizarre parce que. Hein, c'est la liberté d'expression. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je n'interviens pas. Je ne suis pas sûr que la une que vous avez citée serait plus commercialement rentable que de leur parler, effectivement, de ce qui doit quand même inquiéter les gens de ces villes. Mais moi, ce qui me frappe dans tous les arguments de monsieur Antoine, je reconnais que je ne le connaissais pas, et de tous les autres, c'est qu'à aucun moment, ils disent qu'ils jouent sur les peurs. Ils disent. Et à aucun moment, ils se posent une question simple. Est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur ? Moi, je pense qu'il y en a. Bon, voilà. On va marquer une pause, mais évidemment, Éric Antoine, il ne vit pas dans les cités HLM. Hein. Il a dit la peur de l'autre. Voilà, il ne vit pas. Parce que tous ces gens-là, ils sont protégés. Hein. Comme Éric Dupond-Moretti, comme nous d'ailleurs, comme moi. Ils ne sont pas en conflit direct avec cette société-là. Ils n'ont pas de soucis, eux. Non, mais bon, juste un petit mot, parce que j'ai vu, alors ça aussi, la France va renforcer son soutien face aux défis sécuritaires au Nigeria. Donc c'est bien, j'ai appris ça hier. La recrudescence des violences a conduit le président Tinubu, je ne sais pas si je le dis bien, à déclarer l'état d'urgence sécuritaire. Il a ordonné le recrutement de forces de sécurité supplémentaires. Eh bien, la France va renforcer son action de partenariat avec le Nigeria face à différents défis sécuritaires, en particulier la menace terroriste dans le Nord, a affirmé Emmanuel Macron sur le réseau X hier. Il a évidemment raison. Ça serait bien qu'il renforce aussi la sécurité à Rennes, pourquoi pas, mais il a évidemment raison. Je suis persuadé que le président de la République a raison de s'occuper du Nigeria. Les chrétiens sont beaucoup menacés au Nigeria. Ah, les chrétiens, j'ai entendu un papier, je vais vous dire, j'ai entendu un papier formidable ce matin. Oui, de Philippe Val. De Philippe Val. Les chrétiens, voilà. Le papier, il est tellement formidable que je l'ai pris, pour tout vous dire. Et je vous lis d'ailleurs ce qu'il a écrit, parce que la question de Dimitri Pavlenko, c'était comment analysez-vous le silence médiatique ? Parce que les chrétiens, c'est ce qui se passe avec les chrétiens dans le monde. Il y a Vincent Hervouette qui en parle beaucoup, il faut le saluer, mais ils sont effectivement aujourd'hui persécutés. C'est la réalité. Mais personne n'en parle. Et la réponse de Philippe, en tout cas son analyse, je l'ai prise. Je pense que les malheureux chrétiens, quelle que soit la couleur de leur peau, portent la marque infamante du blanc européen, disait Philippe Val. Le chrétien de Somalie ou celui de Chine, peut-être sans le savoir, outre qu'il subit les effets d'une propagande anticoloniale que plus rien ne justifie aujourd'hui, porte les valeurs d'une Europe honnie par tous les dictateurs, tous les intégristes musulmans et tout ce qui reste du totalitarisme communiste sur Terre. Ça, c'est un sujet qui doit vous intéresser. Le papier était vraiment remarquable parce que vraiment, ce que subissent aujourd'hui les chrétiens dans le monde entier est passé sous silence, Richard Millet. Oui, on préfère parler du sort des Ouïghours en Chine. Vous voyez pour quelle raison ? Et moi, ça fait 45 ans, 50 ans que je me bats depuis 1975, le déclenchement de la guerre du Liban, pour modifier l'image que les gens ont, notamment des chrétiens d'Orient, du Proche-Orient,
dans l'opinion publique. Voilà. Ils pensent que c'est des riches nababs, la plupart du temps, et quand ce n'est pas des nababs, ils sont étonnés qu'il y ait des chrétiens en Orient. Donc c'est quand même extraordinaire. Il faut de temps en temps des affaires comme celle de, vous vous souvenez, Asia Bibi au Pakistan, qui avait été condamnée à mort pour avoir empoisonné, paraît-il, une fontaine, et qui a été sauvée par une mobilisation internationale. Mais c'était une exception qui confirme la règle. Mais les chrétiens sont aussi persécutés en France, d'une certaine façon, et surtout les catholiques. Alors, ils ne sont pas de la même manière persécutés, entendons-nous bien. Mais quand ma fille, qui avait 10 ans, était scout, se promenait du côté du Sacré-Cœur avec ses camarades, a été insultée par des jeunes maghrébins qui l'ont traité de sale chrétienne, j'ai envie de réagir violemment. Oui, alors c'est, pour le coup, ne généralisons pas. Je ne généralise pas, voilà. Je vous dis, les actes antichrétiens sont aussi en France. Bon. Et on l'a vu avec le Sacré-Cœur, d'ailleurs, on pourrait en parler tout de suite, le Sacré-Cœur. Le film. Mais bien sûr, le Sacré-Cœur. En fait, tout ça participe, tout ça est un tout. On va le voir, le sujet de Marine Sabourin. On avait prévu de le voir un petit peu plus tard, mais on va le voir. Pourquoi on va le voir ? Parce que vous avez donc un film aujourd'hui qui est attaqué par des gens qui ne veulent pas que ce film simplement soit diffusé. On en est là en France. C'est-à-dire que toutes ces minorités actives et tous ces gens font les choses sans jamais aucune sanction. Et qui le fait ? Et ça vient de quel côté ? De l'extrême gauche. Toujours et tout le temps. Toujours et tout le temps. Il n'y a pas des gens d'extrême droite qui demandent qu'un film ne passe pas à la télévision. C'est des gens qui défilaient en disant on est Charlie, etc. Et qui demandent la censure aujourd'hui. Bien sûr. Et voyez le sujet de ce film qui, en dehors de toute publicité, succès incroyable, fait 500 000. Alors que les succès du cinéma français, c'est une très mauvaise année pour le cinéma français, hélas, mais vous avez des films aujourd'hui qui sont portés par la critique, personne ne va les voir. Et ce film-là, il a fait 500 000, c'est le public qui décide. Il n'aura pas de César. Hein. Mais il ne sera même pas invité. Bon, bien évidemment, mais ce qui est extraordinaire, c'est que là encore, c'est pas un film d'extrême droite, c'est un film de Sacré-Cœur qui raconte une histoire religieuse. Enfin, on devient fou dans ce pays. Et il y a des gens qui ne veulent pas que le film soit diffusé. Regardez le sujet de Marine Sabourin. Poignée de militants d'extrême gauche ont manifesté hier soir devant le cinéma Le Rudebeuf. Ils s'opposaient à la programmation du film qui rencontre pourtant un véritable succès au box-office. Quelques jours plus tôt, c'est le directeur de ce cinéma et agent de la ville lui-même qui refusait de le diffuser. Décision incompréhensible pour le maire qui a exigé sa projection. Je trouvais anormal que le film ne passe pas à Clichy. Pourquoi est-ce que les Clichois n'avaient pas le droit de voir ce film ? Ce n'est pas un film sur la drogue, des voyous. Ces films-là, on peut en passer tant qu'on veut. Et un film qui est sur la fraternité et l'amour, on n'a pas le droit de le passer ? C'est paradoxal. Sur place, les habitants ne comprennent pas cette vive opposition. J'ai absolument pas compris. On parle d'art et l'art doit être vu, quel qu'il soit. Je trouve ça triste que ce soit controversé parce que c'est une forme d'expression artistique, quelle qu'elle soit. En fait, elle devrait être autorisée, en tout cas dans un pays libre. Il n'y a pas nécessité de le censurer. Récemment, des élus d'autres villes ont eux aussi refusé sa projection, comme à Melun ou à Marseille. Dans la cité phocéenne, la justice avait alors estimé que la mairie portait une atteinte grave à la liberté d'expression. Ce mois-ci, le film Sacré-Cœur est projeté au Liban et au Canada. Les Polonais et Allemands le verront en salle dès le mois de février. Vous n'avez pas le droit de mettre en avant un film où les gens croient en Dieu. C'est pas possible. Dans la France aujourd'hui, c'est vrai. Croire en Dieu. Ça dépend dans quel Dieu. Ça dépend quel Dieu, si vous me permettez. Croire en Dieu chrétien. Et Pascal, ça dépend dans lequel. Si on fait un petit historique, il y a 40 ans, Thérèse d'Arène Cavalier, immense succès public. Pas de problème. 10 ans après, le film Sous le soleil de Satan de Piala. Scandale, vous vous souvenez ? Je crois que c'était avant. Je crois que Sous le soleil de Satan était avant Thérèse. Avant Thérèse, mais à vérifier, Thérèse de Cavalier. Voilà. Ça fait du bruit. Et aujourd'hui, on ne peut pas diffuser tranquillement un film. Alors, Sous le soleil de Satan, la polémique, elle n'était pas tant catholique. Elle était sur le fond du film qui n'était pas apprécié par les festivaliers. Mais je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu une polémique sur le sujet lui-même, qui était l'adaptation d'un livre de Bernanos. Et je pense, alors c'est Montand d'ailleurs qui remet à Piala, il se marre d'ailleurs Montand, et on voit Piala qui lève le poing, qui dit « Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus ». Je pense Sous le soleil de Satan, vérifier, mais je dirais que c'est 86-87, et Thérèse, c'est vraiment dans la même... je demande à Kylian Salé, c'était Thérèse d'Alain Cavalier, qui avait eu un succès au César. Mais
Alors 87, écoutez, voilà, 87 sous le soleil de Satan et Thérèse, je pense que c'est à peu près les mêmes, c'est vraiment le même temps, me semble-t-il. Hein. Il y a quand même une chose extraordinaire dans notre pays, probablement dans d'autres, c'est la constance avec laquelle le camp prétendu de la liberté, donc la gauche, etc. Et leur seule obsession, c'est de censurer, de faire taire, au nom de la liberté. Mais moi, je suis fasciné par ça. Alors, vous aviez raison que Thérèse était avant. Thérèse, c'est en 86. Un an avant, oui. Et un an avant. Mais c'est vraiment là une période comparable, 86-87. Mais il y a un basculement. Ah ben là, oui, parce que Thérèse, vous ne pourriez pas le faire. D'abord, vous ne trouviez personne pour jouer Thérèse, parce que dans le cinéma français, personne ne voudrait jouer le rôle d'une sainte. Et puis, et effectivement, vous avez raison. Et il y a eu... Le monde a changé. Pardon. Il y a eu, il y a quelques années, une réalisatrice qui s'appelle Cheyenne Marie Caron, qui avait fait un film qui s'appelle L'Apôtre, qui raconte la conversion d'un jeune musulman au catholicisme. Et là, on l'a empêché carrément. Mais c'est un excellent film. Excellent film. Bon. Je vais donner une information. Je ne vais pas lire l'information qu'on me donne sur Éric Antoine parce que je ne peux pas la vérifier. Mais si elle est juste, bon, c'est intéressant de voir dans... Non, je ne vais pas la donner. Bah oui, mais non, je ne peux pas la donner. Non, je ne peux pas la donner. Oui, vous avez raison. Je donne pas. Parce d'attiser notre curiosité. On n'a pas à vérifier. Mais c'est toujours intéressant. Je ne donne pas. Bon, je ne donne pas. Il va la commenter, mais pas la donner. Vous faites le pari qu'il va finir par la donner. Non, parce que si c'est pas vrai. Si c'est pas vrai. Attendez, c'est pas une information extraordinaire non plus. Hein, c'est pas. Bon. Bon. Messages anti-police à la fête des Lumières de Lyon. Des messages anti-police et à caractère politique ont été projetés ce samedi soir à Lyon, en pleine fête des Lumières. On a pu notamment lire « La police blesse et tue » ou encore « On dégage le RN ». Ces projections proviennent du mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre, qu'on avait... interdit. Il avait été interdit, dissous. Et finalement, qui est revenu sur... C'est le Conseil d'État qui est revenu. C'est le Conseil d'État qui a dit non. C'est le Conseil d'État qui a dit non. Et voilà, on ne dissout pas, bien sûr que non. Bien sûr que non. Oui. C'était il y a un an et demi, il me semble, le Conseil d'État qui est revenu sur cette décision. Bien Donc sûr. là, le Conseil d'État avait dit non à la dissolution du soulèvement de la Terre. C'est aussi le Conseil d'État, par exemple, qui a validé, par contre, la fermeture de C8 il y a quelques mois. Ah bah oui, mais vous savez, vous voulez que je dise ce qu'il a fait en 40, le Conseil d'État, quand il avait validé les lois anti-juives? Ça les ennuie, hein? Ça les ennuie quand on rappelle ça, ce qu'a fait le Conseil d'État. Quand on rappelle un peu ce qu'ont fait l'administration française il y a 60 ans ou 70 ans, et je ne parle pas des magistrats, ça les ennuie. Ils valident toujours. La police aussi. La police aussi a fait des trucs pas terribles. Oui, mais... ils ont changé. Hélas. Ce qui est intéressant dans cette histoire de Lyon, c'est quand même la réaction de Grégory Doucet, parce que alors là, lui, il est très très embarrassé. Oui. Il est écolo. Et il a été obligé de se désolidariser totalement de... évidemment. Il est en campagne. On va voir, là encore, si Jean-Michel Aulas, qui a quelques atouts dans son jeu, en plus... Vous avez vu ce que donnent les sondages, hein. Il le donne gagnant au premier tour. Mais Jean-Michel Aulas, écoutez, il a un avantage, Jean-Michel Aulas, à mes yeux. Dans la vie, il a réussi à peu près tout ce qu'il a tenté. C'est un avantage, hein. C'est-à-dire qu'il a été chef d'entreprise, ça a marché. Il a eu l'Olympique Lyonnais, il a été champion de France, je ne sais combien. Il a construit un stade et ça. Il a prouvé par son action sa qualité. C'est pas mal finalement, je trouve. Bon, il viendra peut-être d'ailleurs sur ce plateau, Jean-Michel Aulas. Moi, je l'ai rencontré de nombreuses fois quand il était évidemment président de l'OL. Voyons le sujet de Charlotte Diry sur les slogans anti-police. Leurs diffusions ont été suffisamment longues pour être observées par des milliers de spectateurs présents place des Terreaux à Lyon pour la fête des Lumières. Ces slogans anti-RN et anti-police ont été revendiqués par les Soulèvements de la Terre, collectif écologiste d'ultra-gauche. Au lendemain des faits, riverains mais aussi touristes sont révoltés. C'est inadmissible. On est là pour voir du spectacle, pour mettre en valeur les bâtiments de Lyon. Pour la France, pour tout ce que vous voulez. Si vous avez des messages comme ça, vous devez les passer, faites-les passer par des manifestations. Chacun pense ce qu'il veut, mais c'est pas le moment pour exprimer ce genre de réaction. On est là pour célébrer une ville, pour mettre en valeur l'architecture, la culture, et que ça va pas dans ce cadre-là. Le lieu de projection de ces messages interroge la façade du musée des Beaux-Arts.
Cette action semble avoir été minutieusement préparée. Ce qui est certain, c'est qu'on a affaire là à des bandes organisées, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été préparé, anticipé. Ça ne peut pas être qu'une personne qui est à l'œuvre de ce message de haine. Donc toute l'enquête devra démontrer cet éclairage-là. À la demande du ministre de l'Intérieur, l'affaire a été signalée au procureur de Lyon. Les auteurs des faits sont quant à eux toujours recherchés par les forces de l'ordre. Mais là encore, à partir du moment où on n'a pas dissous soulèvement de la terre, les gens viennent. Je vois la préfète du Rhône, Fabienne Bussiot, indiquer que les messages avaient été revendiqués par les soulèvements de la terre. Elle dénonce une opération d'extrême gauche avant d'annoncer qu'elle saisissait la justice au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Mais en fait, toutes ces minorités actives, il n'y a aucune sanction. Donc, elles prennent le pouvoir médiatique. Et elles le font en toute impunité. Et je vous citerai tout à l'heure ce qui s'est passé au concert d'Harry Habitant, parce qu'il y a évidemment une passerelle avec ça. C'est parfaitement inadmissible. Oui, parce qu'en fait, le discours politique n'est pas clair non plus. Quand vous avez le Conseil d'État qui refuse la dissolution, quand vous avez, il y a quelques années, il faut s'en souvenir, les soulèvements de la terre, il y avait été question de les inviter quand même au Salon de l'Agriculture. C'était l'Élysée qui avait expliqué qu'il était question d'un débat organisé avec le chef de l'État. Les soulèvements de la terre, ce sont ces militants violents de Sainte-Soline. C'est ça la réalité. Défendus par Madame Tondelier. Donc, effectivement, et défendu aussi par l'espace médiatique qui explique que la police tue. Donc, allez sur le terrain quand vous êtes face à des militants comme cela, qui sont d'une violence inouïe. Mais je vous faisais un parallèle audacieux, sans doute, avec ces minorités actives. Il se trouve que samedi soir, j'étais j'ai dit au concert tout à l'heure, c'est pas tant un concert d'ailleurs, au spectacle de Harry Habitant, qui est formidable d'ailleurs, vraiment, qui était aux Folies Bergères. C'était hier soir. Qui est un endroit merveilleux. Vous étiez hier soir ? Ouais. Vous avez croisé quelqu'un d'important ? Oui. Qui ça ? Il y avait la première dame de France qui était présente. Madame Macron était là. Bon, elle était présente et donc ça montre qu'elle est intéressée, que Harry Habitant a beaucoup de talent et que... La salle était pleine, debout à la fin, le spectacle est très réussi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça qui est extraordinaire dans l'espace médiatique. 4 personnes, 4, pas 5, 4 jeunes filles sont arrivées samedi soir, après 10 minutes et un quart d'heure du début du spectacle. Ça a duré moins de 2 minutes. Je crois qu'on a la séquence et je vais vous la montrer. Voyons-la, cette séquence. Donc vous avez une séquence qui dure moins de 2 minutes. Donc vous avez une séquence qui dure moins de 2 minutes. Nous sommes d'accord. Vous avez 4 personnes et puis le public très gentiment a demandé à ces jeunes femmes de partir. Qu'est-ce qu'elles crient, ces jeunes femmes ? Elles crient « habitant violeur ». Ce qui est faux. Ce qui est faux. C'est-à-dire qu'il avait été accusé, il a été mis en examen et soumis à un contrôle judiciaire. En juillet 2023, les 2 juges d'instruction avaient levé les charges visant Harry Habitant, faute d'indices graves ou concordants. La justice prononce un non-lieu en avril 2024 et la décision est confirmée en appel en janvier 2025. Donc, il n'y a rien. Nous sommes d'accord, c'est la justice. C'est la justice. Là, vous avez le droit de contester. Là. Bon, eh bien, oui, là, on a le droit de contester. Bon, donc le collectif Nous Toutes rappelle qu'un non-lieu n'est pas un acquittement, c'est juste la fin de poursuite. Donc, vous avez 4 personnes qui, effectivement, sont en dehors de la loi, elles rentrent dans un spectacle, mais ces 4 personnes, elles ne seront pas poursuivies. Donc, et pourquoi font-elles ça, ces 4 personnes ? Uniquement pour l'espace médiatique. Il y a une caméra, et évidemment, avant moi d'en parler, à chaque fois, on se pose la question, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas ? Si on en parle, c'est leur faire une publicité gratuite. Si on n'en parle pas, c'est comment dire ? C'est important qu'elles soient, me semble-t-il, poursuivies, puisque ce qu'elles font est illégal. Oui, mais c'est... C'est illégal ce qu'elles font. Et elles mettent en danger à Harry Habitant sa vie, personnelle, sa vie d'artiste.
Parce que comme les gens ont tellement peu de courage, sauf Gilbert Coulier et Nicole Coulier, qui sont ses producteurs, qui l'ont soutenu et qui ont permis qu'il soit sur scène. Mais le cinéma français, et on l'a reçu ici plusieurs fois, aucune proposition pour le moment, parce qu'il est frileux, parce qu'il sait que sur un tournage, vous allez avoir ces 3 personnes. Mais c'est ça le but, en fait. Mais parce que vous dites... mais il faut que ces gens soient... Enfin, il faut que les gens qui sortent de la légalité soient poursuivis. Non, mais vous dites... Vous parlez du courage de ces producteurs et du directeur de la salle, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est les mêmes, parce que leur but... Avec cela, c'est d'intimider les gens. Moi, je connais beaucoup de gens à qui on a refusé des spectacles parce que il va y avoir des manifestants. Comme vous l'avez dit, en général, elles sont 4, elles font beaucoup de bruit. Ça, c'est sûr. Mais je veux dire, il suffit de s'en foutre, en fait. Mais vous pouvez... Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais comme les gens n'ont pas de courage, elles le traitent de violeur. Ça, vous avez raison. Enfin, c'est quand même invraisemblable. Ça veut dire que la justice ne sert à rien. Mais il ne va pas porter plainte. Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? En fait, là, pardonnez-moi, c'est la justice qui devrait s'auto-saisir, parce qu'elle devrait considérer que Harry Habitant, si lui-même porte plainte, il remet une pièce dans la machine et il va se retrouver dans un tribunal. C'est à la justice de faire le job. Donc ces 4 personnes, vous les retrouvez et vous les, poursuivez parce que ce qu'elles ont fait est illégal. C'est aussi simple que ça. Mais vous n'êtes jamais innocenté, surtout avec ce système, donc, vous n'êtes jamais innocent. Je vous assure, mais moi, vraiment, je dois avoir un pouvoir d'indignation peut-être plus grand que les autres. Je trouve ça invraisemblable, en fait. Pascal, je trouve ça invraisemblable. Et que personne n'en parle. Parce que, alors, il se trouve que je le connais, Harry, et un peu, mais c'est scandaleux, quand même. Vous savez qu'on est traité de tout quand on parle de ce genre de sujet. Est-ce qu'on n'a jamais traduit des fémènes en justice? Oui. Oui. Et je vous rappelle quand même que sous le règne de l'ineffable Hollande, le timbre-poste Marianne était à l'effigie de l'initiatritrice des Fémènes. De la chef des Fémènes. Et pourquoi vous dites l'ineffable? Vous savez que je pense qu'à l'arrivée, c'est le meilleur candidat de la gauche républicaine, François Hollande. Il y a des gens pour qui j'ai de l'estime et d'autres pour la... Eh bien, écoutez, je pense que vous allez voir, je ne serais pas étonné que ce soit lui qui se présente. Parce que quand tu vois les autres, c'est quand même le meilleur. Hein, parce qu'il a au moins un mérite, il est intelligent et drôle. Il nous fera sourire. Oui. Mais je pense que ça va être le meilleur, vous allez voir. Maintenant, je dis du bien de François Hollande. Alors hein. Ah ben oui, écoutez... Il nous aura tout été donné sur ce plateau. Je suis sûr que Gérard est d'accord, d'ailleurs. Gérard qui est sérieusement... En qualité, si vous voulez, comparative avec les candidats possibles... De cette gauche républicaine. De cette gauche-là. C'est le meilleur. Effectivement, c'est le meilleur, oui. Oui, c'est le meilleur. Oui. Merci.